Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. C'est un voyage sur une île merveilleuse auquel nous vous invitons aujourd'hui. Située au cœur des Antilles, la Guadeloupe est surnommée l'île Papillon. Une terre de caractère qui offre en un battement d'ailes une rare diversité de paysages. C'est au rythme du Ka que nous entrerons dans la danse. Au sommet de la Soufrière, nous nous aventurerons au plus près des entrailles de la terre. Dans la forêt de la pluie, nous suivrons les pas d'un conteur au pays de l'imaginaire. Il y a de cela très longtemps, dans la mer des Caraïbes, il n'y avait encore aucune île. À Marie-Galante, nous partagerons le quotidien de passionnés qui ressuscitent des trésors Super joli. et perpétuent des traditions ancestrales. Que ce soit sur terre ou sur mer, laissez-vous emporter par les 1001 visages de la Guadeloupe. Tu tombes amoureux, et puis en fait tu la quittes, puis tu penses à elle matin, midi, soir. Notre voyage commence par l'aile est du papillon, la Grande Terre. Son littoral offre un éblouissement permanent. La palette de couleurs est étincelante. Le bleu se décline sous bien des nuances. Un tableau rêvé, un véritable décor de carte postale où la quiétude des lagons côtoie la vigueur de l'océan. Ici, les falaises se jettent dans l'eau chaude et la vie, bouillonnante, peut surgir à tout instant. Un enthousiasme débordant, un sourire communicatif, Jenny a commencé la danse dès son plus jeune âge. Une passion précoce dont elle a fait sa profession. À travers son art, c'est toute la culture guadeloupéenne que Jenny veut promouvoir. Ce qui fait que je suis attachée autant à la Guadeloupe, c'est parce que c'est mon île. Je suis une fille de la Guadeloupe, je suis née ici, mais aussi parce que je sens que je fais corps avec mon île. C'est important pour moi de la défendre corps et âme. J'aime tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle représente dans sa diversité, dans sa pluralité et aussi avec tous ses habitants, puisque ce sont mes frères et mes sœurs. Ah, c'est magnifique! Ah. Ah, les reflets sur l'eau, là. Ouais, c'est vraiment génial. Jenny s'est levée aux aurores pour nous faire découvrir la Pointe des Châteaux, un lieu incontournable de la Grande Terre. Un endroit où les falaises s'avancent dans l'Atlantique, où ciel, terre et mer communient et étalent leur toute-puissance. Jenny est en compagnie de Jérémy, le conservateur du site. La Pointe des Châteaux, ils l'ont chacun admirée des dizaines de fois, mais l'émotion reste toujours intacte.
Le lieu est impressionnant et en même temps régénérateur. Ouais, Pointe des Châteaux a une vibration un peu unique, tu vois, Ouais. tu le sens à chaque fois, c'est très particulier. Moi, j'essaie de venir depuis quelques années pour le début de l'année ici, vraiment pour jeter mes intentions, vraiment ce que je souhaite et puis laisser derrière ce qui est moins bon. On m'a toujours dit, tu n'es pas guadeloupéen tant que tu n'as pas vu un lever de soleil le 1er janvier à Pointe des Châteaux, suivi du bain derrière pour te ressourcer, Exactement. pour voilà, te nettoyer de toute l'année dernière. C'est vraiment important. Et ce bain-là, d'ailleurs, il faut qu'on en parle, ça pique un peu. Hein? Ouais. Donc là, on s'apprête à monter au point culminant de la Pointe des Châteaux. Ah, yes! Il y a plus d'une centaine de marches pour atteindre tout le panorama qu'on aime tant sur ce site. Je suis prête. T'es prête? L'origine du nom de la Pointe des Châteaux est énigmatique. Ces rochers ciselés à l'architecture fantasque ont-ils baptisé les lieux? Une chose est certaine, en 1683, la communauté religieuse des Capucins y a installé une paroisse appelée la paroisse des Châteaux. Ah, je vois cette lueur. Ça y est, on est proche. Yeah! Enfin! Quoi? Ah ouais. C'est magnifique. Donc là, on voit bien Pointe des Châteaux avec toute la grande terre qui se dessine un peu derrière. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va avoir toute l'archipel de Guadeloupe qu'on va pouvoir observer. Donc du coup, tu connais la Désirade. la fameuse Désirade. Ouais, Bon. génial. Ce panorama à 360 degrés attire chaque année des milliers de visiteurs. C'est le site naturel le plus visité de Guadeloupe. La croix monumentale en fait également un lieu de recueillement. La Pointe des Châteaux est également un site d'intérêt écologique majeur. Elle abrite une faune et une flore remarquables. Les salines sont le territoire des oiseaux limicoles. Donc là, si tu regardes, normalement, tu dois pouvoir observer. Alors, je te dis pas où elle est, la femelle, mais il y a une femelle, Gravelotte Wilson. Je la vois. Tu la vois? Donc là, tu vois, son plumage, il est vraiment en mode discret. Pour que, comme c'est un oiseau qui pond comme ça sur des milieux ouverts, il a besoin d'être assez discret. Il se fond un peu dans le paysage Dans par le rapport paysage, ouais. Ah, c'est génial. Les salines sont un endroit très calme, propice à la reproduction des oiseaux. Autrefois, elles étaient exploitées artisanalement. Des cueilleurs de sel venaient y prélever de quoi raviver leurs papilles. La mousse, là, c'est quoi? Alors ouais, justement, à ton avis, qu'est-ce que c'est? Une soirée mousse qui a mal tourné. C'est tout le sel qui crée cet effet-là? ou Ouais, pas? il y a un rôle du sel en fait dans la saline. Tu as des bactéries qui sont au fond de la saline. OK. On appelle ça les cyanobactéries. C'est d'ailleurs ces mêmes bactéries qui ont fait l'oxygène au début de la vie sur Terre. Waouh! Et du coup, comme elles font plein de Je petites... mourrais intelligente! C'est vrai que c'est assez fascinant de retrouver ces mêmes espèces ici. Et en D'accord. fait, comme elles font plein de petites bulles d'air de temps en temps, OK. quand ça remonte à la surface, comme l'eau est très salée, ça va conserver la petite bulle. Ah, OK. Et après, avec les vagues, le vent, ça ramène tout à un seul endroit. D'accord. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un moyen d'auto-lavage de la saline, puisque les particules, un peu, les petites saletés, elles vont s'accrocher Ouais, aux c'est bulles. un truc qui est fait. Voilà, et du coup, ça ramène tout ici. Ah, génial. La nature, c'est... Tout waouh. tout est parfait. Tout est bien fait. Effectivement. Eh bien, j'en On apprends apprend. des choses, hein? Ah ouais, là? Ouais. Ouh, trop contente. Bonheur pour les papilles, ce sel est une ressource anecdotique. C'est sur une autre saveur que repose une partie de l'économie de l'archipel, la canne à sucre. Les tiges vertes façonnent les paysages de la Grande Terre. Dans les années 60, les ouvriers venaient travailler dans les champs en mobilette. Pas n'importe laquelle, la grenat, un emblème de la Guadeloupe populaire. On la croisait sur toutes les routes. Aujourd'hui, c'est une pièce de collection à laquelle des passionnés redonnent vie.
C'est à Pointe-à-Pitre que Jenny a rendez-vous pour sa première sortie. Dans une petite ruelle du centre-ville, au local de l'association Passion Grenat, l'heure est à l'asticage. Les bécanes doivent être étincelantes. Chaque détail. Voilà. Tous les détails comptent, même les petits points là, ça compte. On astique le plus possible, comme ça brille de tout feu. Parce que le but de l'association, c'est de remettre en valeur la grenat. D'accord. Parce que beaucoup, les petits jeunes ne connaissent pas vraiment cet engin. Donc c'est la raison pour laquelle on a voulu le mettre au goût du jour. Donc là, c'est un petit peu comme vos bébés. Donc on fait on peut même pas qualifier la chose. On la chouchoute et puis on est en admiration. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous alors. Beaucoup de valeur. D'accord. C'est plus, il n'y a pas de mots pour qualifier cela. On dit, c'est pour ça qu'on la soigne, on la soigne. C'est vrai que des fois, ça peut faire des petites jalousies entre soit les époux ou alors les épouses, mais il y a des fois. valeur que la famille, les enfants. Je préfère ne rien dire parce que sinon j'aurai des problèmes. Je comprends. La précieuse tient son nom de sa couleur cuivrée, qui rappelle celle du fruit du grenadier, la grenade. Il faut qu'on y aille là, C'est l'heure? C'est l'heure. Allez, on y va. Ah, ok. C'est un cortège pétaradant qui s'élance dans les rues de Pointe-à-Pitre. Direction les falaises du Nord Grande Terre. Une parade rutilante qui nous plonge dans un autre temps. Le réseau routier guadeloupéen s'est surtout développé à partir des années 60. La grenat est donc arrivée à point nommé. Particulièrement adaptée à la topographie très plate de la Grande Terre, elle a tout de suite connu un vif succès auprès des familles qui ne pouvaient pas se permettre d'acheter une voiture. Très vite, l'engin, robuste et fiable, est devenu le moyen de transport d'une grande partie de la population. Tu sais, quand j'ai connu ça, hein, j'ai mon oncle qui a eu le temps de m'emmener à l'école en grenat. Hein. Oui, effectivement. Donc, il faut le reconnaître quand même. La mobilette a pratiquement construit la Guadeloupe. Hein. C'est bien sur une selle d'une grenat que les pères de famille transportaient fièrement sacs de ciment, parpaings et tôles pour construire leurs cases. Moi, je passe un super moment et c'est vrai que ce sont de belles bécanes, quoi. On parle souvent des deux roues un peu plus puissants, mais ceux-là, en tout cas, on voit bien que les gens sont contents de découvrir le paysage avec ça. On essaie de faire un petit effort, de les bichonner, de les garder le plus longtemps possible. Ouais, c'est ça. On lit sur les visages la fierté et le plaisir de parader, d'arpenter les routes en chevauchant une bécane mythique. Au détour d'un virage, le lieu-dit de la Porte d'Enfer se dévoile. Une halte s'impose pour admirer ce site incontournable. Une journée mémorable pour Jenny, qui renouvellera l'expérience. Je suis une nouvelle recrue! Est-ce que vous avez apprécié? Oui! Rendez-vous au prochain? Oui! Super! Il est une partie de la Guadeloupe qu'on ne peut découvrir par la route, la mangrove. Cette forêt de palétuviers, trait d'union entre terre et mer, se rencontre sur les littoraux tropicaux, le plus souvent à l'embouchure de rivières. La mangrove du grand cul-de-sac marin est la plus vaste et l'une des mieux préservées des petites Antilles. Pour l'approcher, Jenny et Eric, gardes du littoral, remontent le canal des Rotours, dédié au 19e siècle au transport des marchandises. À l'époque, le canal était encore plus large que maintenant, puisque les deux berges sont colonisées par les palétuviers rouges. D'accord, qui au fur et à mesure qui rétrécissent, prennent de l'espace. Voilà. L'univers qui se dessine au fil de l'eau est fascinant. Formes énigmatiques, branchages enchevêtrés. Entre l'as inextricable, les racines aériennes forment un paysage naturel étonnant. Lorsqu'on s'enfonce dans cette végétation, on pénètre dans un monde à part, à l'atmosphère singulière.
Autour de nous, on a la mangrove, ce qu'on appelle la mangrove rouge, les palétuviers rouges. D'accord. Les palétuviers rouges, c'est ceux qu'on va voir plus proche de l'eau. C'est ce qu'on appelle la mangrove bord de mer. Très reconnaissable par rapport aux racines. Ce sont des racines d'échasse et qui vont carrément s'ancrer dans la vase. C'est une plante, en fait, qui demande à s'avancer de plus en plus sur l'eau. Alors, est-ce que tu peux m'en dire plus sur le rôle de la mangrove? Un des rôles importants de la mangrove, c'est un rôle physique. Mais cette mangrove elle va protéger les côtes contre les cyclones, contre les fortes houles. Là où tu as la mangrove, il y aura moins de dégâts. Elle va absorber en fait une grande partie de l'énergie des vagues. Avant un cyclone, c'est dans la mangrove que les pêcheurs viennent mettre leurs bateaux à l'abri. Zone tampon entre terre et mer, la mangrove est également une précieuse alliée dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est l'écosystème qui stocke le plus de carbone, jusqu'à 5 fois plus que les autres forêts du monde. C'est un territoire à conserver, à préserver et voilà, à valoriser surtout. Sur Terre, ce sont les cultures agricoles qui s'étalent à perte de vue. Produit phare du patrimoine antillais, le manioc se récolte toute l'année. Ce tubercule, cette racine, est à l'Amérique du Sud et aux Caraïbes ce que le riz est à l'Asie, un aliment de base. Dans la Guadeloupe d'antan, chaque famille avait du manioc dans son jardin créole. Aujourd'hui, il est cultivé à plus grande échelle par des agriculteurs qui travaillent avec les manioqueries, ces structures familiales de transformation du manioc. La Guadeloupe en compte une dizaine, comme celle-ci, dans les grands fonds de Sainte-Anne. Ouidi est un ancien sportif de haut niveau. Il a brillé dans les plus grands trails de la planète. Et de l'endurance, il en faut pour transformer le manioc en farine. Aujourd'hui, il a une apprentie, Jenny. Il va partager avec elle son savoir-faire et l'initier au maniement des outils. Tu l'étales sur la plaque. À l'idéal, Jenny, tu prends la carrette, ça s'appelle une carrette, c'est fait avec c'est du bois. Et tu remues la farine, tu le fais passer. Mets-toi. Non, attends, je te remonte un peu le mouvement. Et tu le balais comme ça, tu vas en dessous. Par exemple, la farine qui était en bas va passer en haut, ainsi de suite, que ça ne reste jamais dormir sous la plaque. Voilà. Okay. Et là, tu fais ça avec un peu d'énergie, comme la danse Saint-Génie. C'est comme ça, hein? C'est ça! Tu as dit le mot magique, là. Ça y est, je donne tout. Ah, voilà. C'est bon, tu as déjà le coup de main quand même, hein? Mais j'ai un bon professeur. Ah ouais. Mais c'est en nous, c'est dans notre sang, en fait, le travail du manioc. Tous les Guadeloupéens, dans toutes nos familles, ils ont travaillé ça, hein? Mais c'est super bon aussi, hein. Ah ouais. Et justement, alors, qu'est-ce qui t'a poussé à travailler Tu me dis qu'est-ce qui m'a poussé? Je te dis, j'ai grandi dedans. C'est-à-dire, quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dedans. J'étais déjà dedans. C'est-à-dire, il y avait grand-mère qui faisait ça. Et tous les enfants de ma grand-mère, ils ont travaillé le manioc. C'est-à-dire, ma famille ont travaillé le manioc. Tu ne mens pas quand tu dis que tu es né dedans. Je suis né dedans. Voilà. Mais Jenny, parfait. On peut dire que c'est bon, tu prends ta farine, tu le tiens comme ça et tu le prends, hop, ça fait... Parce que si ce n'est pas cuit, quand tu fais ça, ça reste en bloc. Mais dès que tu ouvres la main, tu vois comment ça part, ça descend. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'humidité. OK, ah ben... Bon, on est fiers de nous, là. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Dans sa manioquerie, Ouidi fait également de délicieuses cassaves, une galette traditionnelle antillaise. Tu sais, Jenny, faire une cassave, c'est hyper facile. Tu as l'amidon, tu prends ton amidon. L'amidon de manioc est appelé la moussache. Voilà. Il faut la tamiser pour obtenir une sorte de semoule qui va servir de base à la galette. OK. Tu vois, c'est la fécule, mais réduite sous forme de farine. Tu vois? Et comme ça, tu peux l'étaler pour pouvoir faire ta cassave. Tu peux l'étaler sur la plaque comme ça. Alors, pour l'esthétique, j'utilise toujours un rond. Comme ça, tu as ta cassave, elle sera bien ronde. Avec un beau format, avec un beau format, et c'est facile même pour les débutants. La cassave pour les nuls. Voilà, tu étales bien ta pâte. Voilà. Au contact de la chaleur, la pâte change de texture et se solidifie. La cassave est prête à être garnie. Voilà. Tu prends ta confiture de coco et tu fais un petit rectangle bien au milieu.
D'accord. bien au milieu, pour que tu puisses utiliser les rebords pour pouvoir fermer ta cassave. Tu peux être généreux hein, pour la confiture de coco. Voilà. La cassave peut aussi se déguster salée avec de la morue, par exemple. Tu fermes ce rebord-là et tu fais l'autre. Je fais ça de même. Voilà. N'hésite pas à exercer une bonne pression là-dessus. Et super. J'ai changé la forme, mais c'est vraiment la cassave originelle, quoi, en fait. C'est toujours l'amidon, c'est la fécule et la confiture de coco à l'intérieur. OK. Voilà. Super, comme fait les jeunes. Check. Ah, you did it! C'est au milieu d'une nature généreuse, dans son jardin créole, que Ouidi invite ses visiteurs à la dégustation. Ça a l'air trop bon. J'aime trop la forme. Ouais, c'est léger. Bravo même. Pour moi, la cassave, c'est un produit emblématique de la Guadeloupe. Et personnellement, je situe la cassave en termes de produit culturel du pays, à même titre que le créole. Pour moi, la cassave fait partie d'un patrimoine réel de la Guadeloupe. Et aujourd'hui, tout le monde connaît ce mot. Parce que ce mot-là, à un moment, il y a eu une rupture. Il n'était plus dans le langage. Et là, tout le monde sait c'est quoi une cassave. Et ça, c'est une belle avancée. Il faut dire aussi que quand le groupe de cassave a eu le succès, ça a aidé posé à la question, vulgarisation à la cassave. Du terme. Voilà, Exactement. surtout du thème cassave. Et Voilà. celle-là, c'est la cassave manger. Ça donne L'autre, c'est le la ton. cassave danser. Et ça, c'est la cassave cassave à manger. manger. Les plats à base de manioc sont très nourrissants. Une énergie qui a toujours permis de faire face à la dureté du travail dans les champs. Un peu comme la musique autrefois. Le cas, ce grand tambour bat la cadence. Ici, il anime la plage du bourg de Sainte-Anne, l'une des plus belles de l'île. Cette percussion est indissociable de la danse et du chant. L'alchimie de ces trois éléments forme ce que l'on appelle le gwoka, le genre musical traditionnel de la Guadeloupe. Il rassemble et fédère toute la population, quel que soit son âge. Jenny retrouve un ami, Loïc, le fondateur du groupe. Alors, au top. Ah ben, bon. Donc, on est samedi et vous êtes là tous les samedis. Exactement. Dis-moi, alors, est-ce que tu peux me dire pour toi, le gros cas, c'est quoi? Ah ben le gros cas, ça fait partie de notre âme, hein, de notre énergie ici en Guadeloupe. Depuis notre enfance, on baigne dans ça, ça fait partie intégrante de la Guadeloupe. Et, C'est notre âme, quoi. exactement. On sent vraiment que c'est plus qu'une culture, quoi. C'est une partie intégrante de ce que nous sommes et ce qui nous définit, quoi. Exactement. Et on a quand même un bel héritage. Exactement, et à ne pas lâcher. C'est une musique dans laquelle on va dire façon d'évacuer les choses, mais effectivement en transe. Donc, il y a une élévation de la personne dans Son être. dans son être. Les tambours du gwoka résonnent en Guadeloupe depuis l'arrivée des premiers esclaves. Imprégnés de lutte et de souffrance, ces rythmes et ces danses étaient aussi quête de liberté. Une façon de résister, d'exister face à la déshumanisation. Après avoir été interdit, puis méprisé, le gwoka a été réhabilité à partir des années 60, jusqu'à être reconnu aujourd'hui comme patrimoine immatériel de l'humanité à l'UNESCO. Et c'est vrai de voir cette évolution aujourd'hui arriver jusqu'à maintenant le gros cas qui, comme tu dis, qui est joué, dansé, chanté avec fierté sans se cacher. C'est vraiment extraordinaire. Eux-mêmes, les esclaves, quand ils jouaient cette musique-là, c'était aussi avec de la fierté. Complètement. Donc, du coup, revenir à cette fierté, c'est essentiel. Voilà. Chaque fois que le tambour commence, que le cas sonne, il y a quelque chose qui se passe en nous. Tu sais, c'est des choses, l'histoire, elle est restée là, elle a traversé le chemin. Et cette vibration, elle est toujours là. Tu es là, tu as appelé, tu as quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi et qui fait pour moi que le corps bouge. Exactement, exactement.
Notre périple se poursuit vers l'autre aile du papillon, la Basse-Terre. Contrairement à ce que suggère son nom, c'est la partie la plus élevée de la Guadeloupe. Une terre volcanique, majestueuse, luxuriante et verdoyante. Les Amérindiens l'avaient baptisée Caruquera, l'île aux belles eaux. La splendeur des cascades rivalise avec la beauté des fonds marins. Carly est une enfant du pays. Comme beaucoup de jeunes Guadeloupéens, après son bac, elle est partie faire ses études dans l'Hexagone. Une expérience synonyme de révélation. J'ai vécu 12 ans en métropole et je pense que ce départ m'a permis de me rendre compte que cette île était vraiment plus riche que ce que je connaissais. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a poussée à me lancer dans le secteur du tourisme en créant mon agence pour permettre aux gens de découvrir également cette beauté, la chance qu'on a d'ailleurs de vivre avec autant de beaux paysages, une culture très riche, un métissage, c'est inestimable. Pour commencer notre découverte de la Basse-Terre, Carly nous emmène sur son site le plus prestigieux, la Soufrière. Du haut de ses 1467 mètres d'altitude, ce volcan est le point culminant des Petites Antilles. Vieille dame pudique, la Soufrière se drape dans les brumes la plupart du temps. C'est donc dans la grisaille que Carly part à l'assaut du sommet. Elle est guidée par Fabrice, accompagnateur en montagne. Quand on était en bas, c'était vraiment très dégagé, on avait un beau soleil. Et je suis quand même étonnée de voir qu'arriver ici, c'est bien plus nuageux. Pour moi, c'est un temps normal, quoi. C'est couvert, mais il pleut pas. Effectivement. Tout simplement parce qu'on est dans les nuages, là. Ah, ok. Je pourrais même te dire, tiens, ouvre la bouche bien grand et mâche. Là, tu as l'opportunité de manger un nuage, un morceau de nuage. Je vais tester, je vais en prendre à emporter du coup, ça peut être sympa. Ça, tu peux. Comme à son habitude, Fabrice est pieds nus pour mieux sentir ce terrain qu'il connaît si bien. Un parcours réservé aux guides et aux scientifiques. On l'appelle la trace des géologues. Sur ce chemin des cratères, on voit les empreintes de l'activité géologique laissée au cours du temps. Tremblements de terre et éruptions ont créé d'immenses failles dans le massif. Donc là, tu vois, là, tu as là exactement la cicatrice que lui a laissé les derniers événements de 76-77. C'était à ce moment-là l'endroit le plus fragile, donc c'est par là que ça pétait, quoi. Ok, et effectivement, si mes souvenirs sont bons, il y a une grosse évacuation de la zone Basse-Terre. En août 1976, sous la menace d'une éruption imminente, 73 000 personnes ont dû être évacuées. Pulvérisation de roches, projection de cendres et de gaz acide, coulée de boue. L'importante explosion n'a pas fait de victimes, mais l'exode de la population a duré plus de 3 mois en raison des répliques. C'était la dernière éruption, mais ces dernières années, la Soufrière montre des signes d'un regain d'activité, entraînant certaines précautions obligatoires. Voilà, là tu peux te transformer en Batman. Là. On est bon. C'est bon pour toi? Oui, on est bon. On se rapproche là. Ouais, on se rapproche petit à petit du sommet. Ça se réchauffe là, tu sens la chaleur. Ouais. Je te présente le gouffre de 1856. Tu entends le bruit un petit peu. Ça souffle. Tu sens comment ça brûle des yeux. Exact. Ces fumées proviennent de lacs acides présents au fond des gouffres. Au sommet de la Soufrière, il tombe plus de 10 mètres d'eau par an. Toutes ces eaux de pluie s'infiltrent dans les roches et rejoignent les entrailles du volcan. Au contact du magma, à plusieurs kilomètres sous terre, elles s'acidifient, se réchauffent, bouillonnent. Cette machine à vapeur complexe laisse échapper en surface, telle une cocotte minute, des fumerolles contenant du soufre et des gaz toxiques. Cette zone a évolué. Avant, partout ici, tu avais de la verdure. C'était magnifique quand c'était fleuri. Et là, depuis quelques années, toute cette zone devient vraie bruyère. Donc il faut vraiment rester prudent en fait quand on... Voilà, et c'est pour ça aussi qu'on ne va pas rester ici longtemps et on va sortir de cette zone. Ok, très bien. Donc tu restes bien derrière moi.
Et tu marches là où je marche. Tu peux me faire confiance. Je sens là où c'est chaud avec... Sans les avec chaussures. les pieds, ouais, sans les chaussures. C'est plus fiable que moi, là, pour le coup. Aussi menaçante soit-elle, la soufrière n'en demeure pas moins fascinante. Partout autour du massif, la nature montre toute l'étendue de sa générosité. Accrochée aux flancs escarpés, la forêt tropicale humide est omniprésente. On l'appelle la forêt de la pluie. Fidèle à ses envies de découverte hors des sentiers battus, Carly nous invite à la suivre en compagnie d'un personnage atypique. Raphaël est à la fois guide et conteur. Je pensais que le conteur m'aurait ramené un bâton. Ah non, le conteur a son bâton. Il a son bâton. Ah oui, chacun son bâton. Et d'ailleurs, c'est quoi l'histoire du bâton du conteur? Eh bien, chaque conteur a son bâton. Et celui-là, il s'appelle Waniwana. Je l'ai trouvé au bord de la mer, comme ça, il y a plus de 26 ans. Je l'utilise vraiment pour dire les contes. Pas question de dire les contes sans Waniwana. Ah, Waniwana. Oui, parce que tu vois, par exemple, si j'ai besoin d'une moto quand je raconte une histoire, eh bien, j'utilise Waniwana. Si j'ai besoin d'un vélo, si j'ai besoin de chapeau, si j'ai besoin de siège, tu vois, je peux m'asseoir dessus et je raconte l'histoire. Eh ben, c'est vraiment un bâton multifonction. C'est Waniwana. Ok. Cette forêt se caractérise par une flore extrêmement diversifiée. Arbres, arbustes, orchidées, fougères, lianes, plus de 700 espèces différentes cohabitent. Ce qui impressionne particulièrement, ce sont ces sortes de jardins suspendus, formés par les plantes épiphytes, comme cette broméliacée. Les plantes épiphytes, ce sont des plantes qui vont utiliser les gros arbres, les grosses espèces comme support, mais qui vont vivre de manière indépendante. Ce sont des plantes qui profitent de l'arbre comme support et pour aller à la recherche de la lumière. Cette forêt dense et exubérante est un cadre propice à l'envol de l'imaginaire. Un décor parfait pour se laisser happer par la voix d'un conteur. Et en Guadeloupe, tous les contes commencent de la même façon. Yeah, Creek! Yeah, crack! Yeah, Mystic Creek! Yeah, Mystic Crack! Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Il y a de cela très longtemps, dans la mer des Caraïbes, il n'y avait encore aucune île. Il n'y avait pas encore Trini. Dad. Il n'y avait pas encore Saint-Lu. Si. Il n'y avait pas encore Caruquet. Ra. Il n'y avait même pas encore Hispagno. Là. Il y avait juste la mer. Et on pouvait juste entendre le bruit des vagues qui allaient et venaient. Le conte est un élément central de la culture antillaise. Née dans les habitations coloniales, cette tradition orale a traversé les siècles et a façonné l'identité guadeloupéenne au cours du temps. Alors moi, les contes, j'ai grandi un peu dedans par le biais de ma grand-mère qui me racontait. Bon, c'était évidemment le soir, après les heures de travail, quand les gens revenaient du travail. Et les enfants on rassemblait les enfants dans un même quartier, dans un même espace, et les enfants écoutaient des contes. C'est vrai que depuis que la télé s'est imposée, le conte est moins présent. Mais il reste quand même nécessaire, et non seulement pour que les gens comprennent notre culture, pour que les gens comprennent aussi toutes nos traditions. Ils ont leur symbolique. Et leur symbolique ne se perdra jamais. Même dans 10 000 ans, on aura encore besoin de ces contes. Les contes créoles imprègnent et alimentent les esprits et les imaginaires, tout comme les croyances et les légendes. Aux Antilles, chaque forêt, chaque arbre, chaque mare recèle son lot de vie secrète. Et les temps où arrivent Carly et Raphaël n'échappent pas au merveilleux. Alors, on est à l'étang zombie, mais pourquoi ce nom? Pourquoi zombie? Et évidemment, il y a eu de nombreuses légendes, et notamment celles qui racontent que c'est un fils d'esclave et une fille de maître qui s'étaient aimés, et ils étaient qu'à venir ici quelquefois le soir, mais clandestinement, sans que personne ne sache. Et le jour où le maître a su que ça se passait, il est venu et il a tué le fils d'esclave et il a noyé sa fille. On prétend même qu'à la pleine lune,
On peut les voir et les entendre. Une eau très calme, pas de ventilation du tout. Et c'est ce qui donne un petit peu ce que certaines personnes trouvent lugubre, mais qui est un site magnifique, c'est pas vrai? C'est magnifique, effectivement. Ça tranquille, là, c'est apaisant. La côte ouest de la Basse-Terre, à l'abri des alizés brisés par les montagnes, s'appelle la côte sous le vent. Au large, la mer y est relativement calme, propice à l'observation de ses habitants. Carly participe pour la première fois à une sortie en mer avec la famille Rinaldi. Renato et Caroline sont les spécialistes des cétacés en Guadeloupe. Il y a 30 ans, ils ont créé une association de recherche scientifique et d'observation des mammifères marins. Et du coup, comment vous faites pour repérer les cachalots? Puisque bon, c'est assez vaste, hein. Ouais, c'est sûr que c'est vaste. Là, actuellement, on a 1000 mètres de fond. Alors, le visuel est hyper important, évidemment. Tu vois, le souffle visible, Le fameux souffle. Un dos, un animal qui saute. Alors, il faut vraiment bien regarder. On va essayer de repérer les souffles. Pour les cachalots en particulier, ce sont des mammifères hein, comme nous, des animaux qui respirent de l'air, qui viennent régulièrement en surface. Et l'expiration est quand même visible. Pour des animaux de plus de 5-6 mètres, tu verras bien le souffle. Dans les eaux guadeloupéennes, près de 30 espèces de cétacés différentes sont susceptibles d'être observées. Cachalots, dauphins, baleines. Si rien ne se présente à la surface, l'équipe écoute ce qui se passe sous l'eau avec un micro étanche, un hydrophone. Et donc en acoustique, là, j'ai du pseudorque, une espèce de delphinidé, hein, un petit peu dans le sud. Ok. Ok. Et j'ai pas de cachalot dans le nord. Ok. Au poste d'observation, l'œil reste donc aux aguets. Ah, ils sont en surface, ok, d'accord. Donc là, ça n'émet pas parce que les animaux sont en surface. D'accord. Et alors, on y va, non? D'où le travail d'équipe. Hein, on peut y aller? Bah oui, totalement. Ok. Bon, je ne sais pas exactement où est la direction. On va demander à Malé. Malé, la direction? On est bien dans le cap? Ouais, le cap, on est parfait, c'est direction Montserrat. La distance? 1 000 et demi, 1 000 et demi. 1 000, ça correspond à 1 km 852. Bon, en gros, on dit 2 km, quoi. Alors, t'as vu, on vient de faire l'écoute, Manolo vient de faire l'écoute, il n'a pas les cachalots dans cette direction. Ouais, c'est pas... Soit les animaux sont en surface et là, ça ne communique pas, enfin, ça n'émet pas de clic d'écolocalisation. Okay. Soit c'est une baleine à bosse avec son bébé. Voilà, maintenant, on ne sait pas. C'est ça qui est bien, justement. On va aller dans la direction, on accélère un petit peu et tu regardes bien. Tu peux te mettre à la pointe si tu veux. Ah, ça y est. Regardez, baleine à bosse devant, qui saute. Magnifique. Allez, beau saut de la femelle. C'est ça, la maman et le bébé. Petit souffle. Carly, tu vois le souffle? Ouais, je le vois là-bas. Ok. T'as vu le saut? Génial. Le spectacle est d'autant plus jubilatoire qu'il est rare. On ne peut avoir la chance d'observer des baleines que 4 mois dans l'année. Entre janvier et avril, elles viennent se reproduire dans les eaux chaudes des Caraïbes avant de repartir vers le Grand Nord. Alors moi, tu sais, pour une première, c'est impressionnant et c'est vraiment extraordinaire. Enfin, j'ai même pas les mots pour dire ce que je ressens. Et je me demande si toi, après autant d'années, est-ce que tu as encore ces émotions? C'est évident qu'on aime ça, quoi. On est sur des animaux sauvages et qu'on peut approcher tranquillement. Oui, c'est toujours une émotion, c'est évident, quoi. Voilà. Après, ça reste, ça fait partie de notre travail, mais on est passionné, avant tout. Après cette rencontre aussi fugace qu'inoubliable, Carly n'est pas au bout de ses émotions. L'hydrophone capte des sifflements qui se rapprochent. Très vite, le bateau a son escorte. En fin de compte, le bateau, là, il a des étraves. Tu vois, tous les bateaux ont cette forme, un V. Ouais.
On pousse une masse d'eau à l'avant du bateau, là. D'accord. Et ça permet aux animaux d'avancer sans faire d'effort. Ah, ce Tu sont vois, des paresseux, en fait. Ce sont des paresseux. D'accord. Voilà. Et puis c'est toujours un bonheur de voir les dauphins en étrave quand même. Exactement, tu vois. ils sont Ils vont magnifiques. calquer leur vitesse par rapport à nous. Ils sont beaux. Envolons-nous à présent pour une escapade vers celle dont les seules sonorités agissent déjà comme un enchantement. Marie-Galante. Son surnom, l'île aux 100 moulins, raconte toute l'étroitesse du lien qui l'unit à la canne à sucre. Ici, l'atmosphère est paisible et authentique. Le temps semble suspendu. Les plages désertes et sauvages prolongent le charme. Ni moun ka chwazi zanset sa yo, chwazi koule à 100 yo. Voix douce et texte engagé, Fred est un artiste dont la notoriété dépasse les frontières de la Guadeloupe. Marie-Galante est son port d'attache. Mon lien à Marie-Galante, c'est un lien qui est d'abord familial, parce que ma grand-mère était marie-galantaise, et c'est un lien qui est de cœur. J'y viens souvent, j'aime y venir. Il y a un lien, quelque chose de sentimental, profondément mystique. Je me sens bien quand je suis ici, j'aime être ici. Je ne sais pas, il y a quelque chose, il y a une poésie, il y a un charme. Donc j'y viens souvent et je m'y intéresse beaucoup. Petits nègres, petits blancs, petits indiens, on vit nos grands Guadeloupéens. Pour commencer notre virée marie-galantaise, Fred nous invite à partager ce qui rythme la vie de l'île de mars à juin, la récolte des cannes à sucre. Il a rendez-vous avec Jean-Claude et ses bêtes. Taillés pour l'effort, les bœufs ont été des alliés précieux pour le travail agricole. Montés en attelage, c'était le moyen de transport ancestral des cannes. Il est aujourd'hui toujours utilisé par quelques agriculteurs fidèles à la tradition. Attelé, si, venez, jouk. Jouk, là restez bien, ou bon. Blasé jouk, là arrêtez bien. Moi je vis tranquillement, je suis dans la nature et je reste tel que je suis. C'est ça. On y va. Allez, montez. Eh, visite bon, mon maman. Blasé, là arrêtez bien. Blasé, blasé viré. L'attelage s'élance vers le champ de canne dans un galop improbable. À vitesse honorable, un peu secoué, Fred expérimente le moyen authentique du déplacement de toujours à Marie-Galante. D'où ça vient ça, le fait de se mettre cette tradition-là? Eh bien, c'est les ancêtres, hein. Ils ont toujours utilisé leur charrette, char à bœuf, qui servait à faire tout. Hein. Ils allaient à la messe. Pour eux, c'était la valeur de l'homme. C'était les vraies valeurs. Et cette santé! Yes! À Marie-Galante, la coupe de la canne à sucre se fait encore majoritairement à la main. Pour Fred, c'est une première. Tu sais que j'ai jamais coupé, moi, la canne. Eh bien, c'est bien, aussi. À ce moment-là, j'ai jamais coupé. Tu tiens la canne, tu coupes d'abord le pied. D'accord. Et fais attention, la tête. La tête, c'est là, hein? Je coupe là? Là. Bravo. Eh bien, voilà. C'est bon, oui. Et c'est bon. Mais tu as vu que je suis pas très fort, hein? Eh bien, oui. Et c'est justement, je prends soin de toi parce que tu ne connais pas encore. Je sais qu'il y a une tradition de chant de labour pour nous aider à travailler. Eh bien, c'est ça, à l'époque, lorsque les parents travaillaient, eh bien, il y avait toujours un chant. Ils chantaient toujours un morceau. Par exemple, ça donne une cadence. Oui, ça donne une cadence. Pendant qu'ils travaillaient, il y avait nos cadences, nos rythmes, et les gens appréciaient, les gens prenaient du plaisir. C'est ça, la musique accompagne toujours. Voilà. Tu vas travailler. Tradition, il oui, 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 oui. Elle a dit oulé, oulé, c'est oulé, un gars, oulé, oulé.
Un ka oulé, oulé, moi dis moi un ka oulé. Oulé. Moi dis moi un ka oulé. Oulé, moi un ka oulé. Oulé. Oulé, ka oulé. Oulé. Maman et papa un ka oulé. Kasa et les oulé. Oulé, moi un ka oulé. Un ka oulé. Introduite au XVIIe siècle, la canne à sucre a façonné l'histoire, la société et la culture de Marie-Galante. Première économie de l'île, elle recouvre toujours aujourd'hui la majeure partie des terres cultivées. Solidement campés sur leurs 800 kilos de muscles, les deux bovins sont capables de tracter jusqu'à 4 tonnes de canne. Direction la distillerie la plus proche, où elles seront broyées, puis transformées en rhum. Quant à nos athlètes, l'heure est bientôt à la récompense. Comme de coutume, après une journée intense, ils vont profiter de la douceur des flots. Avant que la culture de la canne ne s'impose, on a cultivé à Marie-Galante l'indigotier. Les feuilles de cet arbuste permettent d'obtenir la teinture bleue indigo. Cette production fait partie intégrante de l'histoire de Marie-Galante. Mais elle a été complètement oubliée. Fred est avec Pierre, un passionné qui a pour ambition de la faire revivre. En fait, on réveille une plante qui date 400 ans, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça qui est incroyable. Et pour moi, à chaque fois que je viens et que je la vois, tu vois, c'est comme à chaque fois tu retombes amoureux. Ouais, tu retombes amoureux, tu tombes amoureux. Et puis en fait, tu la quittes plus, tu penses à elle matin, midi, soir. C'est qu'une plante, hein. Ouais, mais pour toi, elle est sensuelle, quoi. Oh. Elle te... Comment? Mais tu sais comme elle est, là, effectivement, elle a un genre de douceur. Partout sur l'île, on peut trouver des indigotiers à l'état sauvage. Mais pour maîtriser sa matière première, Pierre a décidé d'en planter. Dans son champ expérimental, il ressuscite la culture de ce trésor botanique qui a fait un temps la richesse de l'île, son or bleu. Comment tu sais qu'il y a du bleu là-dedans? Je sais pas. La sève est blanche. Ouais, ça se voit pas. Ça se voit pas du tout. Alors ça se demandait comment on fait les premiers pour savoir que ça faisait du bleu. Cette découverte est restée un mystère. Une chose est certaine, on sait faire du bleu à partir de l'indigotier depuis l'Antiquité. Pierre est donc dans le secret des dieux. C'est dans son atelier, au village de Grandbourg, dans une ancienne case de pêcheurs, qu'il partage son savoir-faire avec les visiteurs. Et là, on va voir ce que ça nous donne. Ben, bonjour, maison de l'indigo. Je t'en prie, monsieur Fred. Voilà. Alors là, on va prendre les plantes qu'on a coupées ce matin. Et là, on va les mettre dans une autre cuve pour macérer. Je mets dessus pour le garder au fond, plus un caillou. Là, comme ça. Pour que là, tu vois, des bulles se passent et que là, à partir de là, qu'elle lâche son sucre. C'est-à-dire les points bleus qu'il y a dans la feuille. En 24 heures, la magie opère. Donc, on va découvrir les cuves. Alors voilà, et on découvre la cuve indigo, que là, on a déjà la florée qui est déjà dessus, mais on va la réveiller. Ça creuse comme ça. Voilà. Et tu touilles, et tu fais un mouvement du poignet, tu vois? Voilà. Je vois, ok. Bon, mais nous bon. Mais c'est super joli. Et là, tu peux voir des reflets violets. Oui, on voit. Tu vois, voilà. Et c'est beau. C'est ça que ça veut dire que la cuve indigo, elle est prête. À teindre. Pierre et Fred vont préparer leur étoffe en utilisant la technique du shibori. Ces pliages, torsions et liens permettront de faire apparaître sur le tissu des motifs géométriques originaux. Là, je vais faire un massage.
C'est ça. En quelques secondes, la magie du bleu est apparue. On met dans la cuve, on le sort, ça sort vert, ça se transforme au bleu avec l'air. Tu vois, tu relèves ton tissu, voilà, juste pour que tu vois, l'air, la transformation. Tu vois, et au fur et à mesure, tu descends. Tu vois, c'est comme tu sens là, c'est toi le teinturier. Tu fais à ta façon à toi. C'est parfait comment tu fais. C'est parfait. Et là, on peut contempler nos œuvres, tu vois, face au soleil, face à la mer, le ciel. Contemplation marie-galantaise. Contemplation marie-galante. C'est super. Oui, franchement, c'est top. Pierre, je suis content. Eh ben, Fred, moi, je suis ravi aussi de notre petite expérience comme ça. C'est une belle expérience. Je vais pouvoir blaguer, hein, dire que je regarde ce que j'ai fait moi-même. Ça me donne des frissons. Je vais mettre ça autour de mon cou. Ça me donne des frissons, ce que tu me dis là. Tu vois. Le truc que tu fais là, tu mets ça en gros et puis en attendant que quelqu'un te demande, mais où tu l'as pris? Et là, tu dis, je l'ai fait moi-même. Avec Pierre. Tu es fort. Big up. Nous là. C'est sur cette palette de couleurs que s'achève notre voyage en Guadeloupe. Une terre pétillante où la joie de vivre se décline sous bien des nuances.